Conakry, 12 décembre 2017, au sommaire de cette édition, 21 000 milliards de francs guinéens. C'est le budget de la loi des finances initiale 2018 adopté ce matin à l'hémicycle par les députés. Les précisions dans ce journal. La politique de contraception en débat à Conakry, les experts venus des pays francophones de l'Ouest tentent de trouver les meilleures méthodes de planification familiale. Les vieilles habitudes reprennent peu à peu dans la circulation routière. Embouteillages et occupation des chaussées sont perceptibles dans plusieurs endroits de la ville de Conakry en dépit des efforts des services de sécurité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. À l'hémicycle, les députés ont adopté ce mardi la loi des finances initiale 2018. Le budget se chiffre à plus de 21 000 milliards de francs guinéens et tient compte des grandes priorités du gouvernement. Mais avant son adoption, plusieurs recommandations ont été faites par les parlementaires en intercommission. Un compte-rendu signé de Robert Siditondo. C'est un budget qui s'élève à plus de 21 000 milliards de francs guinéens pour l'année 2018 qui vient d'être adopté par l'Assemblée nationale après 72 jours d'intenses travaux. Cette loi de finances initiale, adoptée à l'unanimité des députés présents, prévoit des prévisions de recettes qui se chiffrent à plus de 18 000 milliards de ce budget. L'Assemblée nationale a fait d'importantes recommandations. L'Assemblée a dit, pour cette année, nous allons lever des missions parlementaires d'information auprès de certains ministères, auprès de certaines régies, pour vérifier que l'utilisation est efficiente, que les recettes qu'on a mobilisées soient affectées et bien allouées à des secteurs porteurs. Nous avons réussi, en améliorant les agrégats macroéconomiques, à maintenir le niveau d'inflation et à renforcer notre monnaie de façon à ce que le taux de change soit maintenu de façon à ne pas trop affecter le panier de la ménagère. Devant l'urgence des dispositions à prendre pour une meilleure mobilisation et sécurisation des recettes intérieures qui prévoit le budget 2018, le ministre de l'économie et des finances a rassuré en ces termes. Ce budget sera utilisé, je dirais, conformément aux grandes lignes qui l'encadrent, c'est-à-dire les grandes lignes et les piliers du plan national de développement économique et social. Donc c'est un budget qui vise à continuer à promouvoir une croissance économique forte pour notre pays, une croissance durable et inclusive, ça c'est très important. C'est un budget également qui va continuer à s'inscrire dans le cadre des réformes macroéconomiques que le gouvernement va poursuivre et qui bénéficiera également d'un nouveau programme appuyé par le Fonds monétaire international. Avant la clôture de la session budgétaire 2018, les honorables députés ont ratifié le protocole d'accord pour la création et le fonctionnement de l'Institut Pasteur de Guinée. La création de cet institut répond à la demande des autorités guinéennes pour le renforcement durable des capacités de détection, de recherche et de prévention en Guinée. La ratification de ce protocole confère désormais à l'Institut Pasteur de Guinée toute l'autonomie financière et de gestion dans le cadre de la réalisation de ses missions. La cérémonie de clôture de la session budgétaire 2018 a été aussi marquée par la prise de fonction de la députée Mme Thérèse Tewa Yaradounou, officiellement désignée par le parti IPG de Feu Jean-Marie Doré, qui vient en remplacement de l'honorable C.C. Célestin Balamou, décédé des suites de maladie à Conakry. Une bonne nouvelle pour la Guinée. Le FMI vient d'accorder à notre pays un nouveau programme soutenu pour la facilité élargie de crédit, 650 millions de dollars. C'est le montant approuvé par l'institution. Cette somme servira à financer les projets de développement dans les secteurs de l'énergie, de l'agriculture et des infrastructures. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse à Conakry. Mamadi Gassama, reportage. 650 millions de dollars, c'est le montant que le FMI accorde à la Guinée. Il vient appuyer le nouveau programme de facilité élargie de crédit. En articulation avec le PNDS, cet accompagnement du FMI soutient les réformes macroéconomiques du pays. L'atteinte de la croissance à 2 chiffres d'ici à l'horizon 2020 est visée. Ce programme est historique. La Guinée est l'un des rares pays à obtenir cette facilité. Cette enveloppe de prêts non concessionnels constitue une capacité supplémentaire de financement
Il s'agit d'une capacité dont la Guinée a besoin pour continuer à combler le déficit en infrastructures, entre autres routières et énergétiques, et donc de promouvoir la croissance ambitionnée dans notre PNDES à l'horizon 2020. Fruit de collaboration de confiance entre le gouvernement guinéen et le FMI ces dernières années. Ce programme va renforcer l'élan de réduction de la pauvreté et la gestion saine des finances publiques. Le gouvernement est décidé à faire en sorte que les projets fonctionnent à un rythme normal, que les décaissements se fassent et que les dépenses puissent répondre à l'efficacité voulue dans le sens de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté. C'est vrai que les efforts ont été récompensés. Nous devons continuer dans ce sens-là, maintenir la confiance en assainissant les finances publiques, en mettant en place des mesures indispensables pour justement renforcer les acquis et aussi pour jeter les bases pour une croissance qui va mettre le pays sur le chemin de l'émergence. C'est l'objectif ultime qui constitue un effort qui concrétise la volonté du président de la République, la volonté de ce gouvernement-là à soulager les populations. À travers cet appui du Fonds monétaire international, le gouvernement guinéen entend renforcer la stabilité macroéconomique pour une croissance forte, inclusive et durable. Il intervient après la réunion du groupe consultatif à Paris qui a permis à la Guinée de mobiliser 21 milliards de dollars en intention de financement de son programme de développement économique et social sur les 5 prochaines années. L'État guinéen vient de mettre en place un centre de gestion agréé. C'est dans le but d'améliorer l'administration fiscale et consiste à aider les entrepreneurs à faire leurs déclarations et à tenir leur comptabilité. Ce centre est l'interlocuteur entre l'administration fiscale et les entrepreneurs. Alga Simba. Fini la souffrance des opérateurs économiques. Pour leur faciliter le paiement des impôts, l'État, à travers la Direction nationale des impôts, met en place un centre de gestion agréé. Il permet aux chefs d'entreprise d'apprendre à faire leurs déclarations et à tenir une comptabilité pour être à mesure de contribuer à l'amélioration de l'administration fiscale. Nous avons trouvé utile qu'il faut mettre en place une structure appelée centre de gestion agréé qui va faire venir progressivement ces entreprises. La particularité de ces centres, c'est que ces centres vont gérer ces entreprises. De par leur composition d'abord, il y aura non seulement les représentants du secteur privé, les représentants de l'ordre des experts comptables, également des comptables agréés, qui vont apprendre à ces petites et moyennes entreprises qui, à l'origine, n'ont pas suffisamment la connaissance qu'il faut pour leur permettre, par exemple, la tenue de leur comptabilité, pour faire leur déclaration, à l'instar de ces entreprises bien formalisées qui contribuent aujourd'hui à la mobilisation des recettes. Le secrétariat permanent de suivi des centres de gestion agréés est lancé pour une exonération totale de l'impôt sur les bénéficiaires. L'une de ses missions est de superviser tous les centres. Une façon de s'assurer que les CGA fonctionnent dans le respect des textes réglementaires. Ce que je peux demander aujourd'hui au nom de tous les collègues opérateurs économiques, que l'État, particulièrement des services d'impôts, arrive à faire une souplesse. Il doit savoir, c'est les gens qui ne connaissaient pas comment ça fonctionnait, l'impôt normalement qui est en train d'arriver. S'ils arrivent, il ne faut pas qu'on l'exige quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, des jours qu'ils vont connaître, et même maintenant, ils vont asseoir maintenant pour défendre leurs intérêts et pour demander leurs droits. Pendant 5 ans, les opérateurs qui acceptent d'adhérer à ces centres bénéficieront des formations en termes de renforcement de capacité sur la gestion de l'entreprise, la tenue des livres comptables, mais aussi le rapport entre les opérateurs économiques et l'administration. Parce qu'il y a beaucoup qui se plaignent de ne pas bien comprendre comment fonctionne l'administration et de ne pas bien comprendre les termes trop techniques du fait de leur niveau de formation, de niveau de qualification. Donc nous travaillons à travers les CGA à renforcer cette capacité, à leur permettre de mieux saisir et de mieux interagir avec l'administration publique. À l'issue de la visite de ce centre de gestion agréé, autorités et opérateurs économiques
échangent sur les enjeux de cette nouvelle structure. Le but est de convaincre les opérateurs économiques à adhérer à cet organe étatique. Une manière de les aider à sortir progressivement du secteur informel. Dans l'actualité encore, direction Alger, où les experts guinéens et algériens ont bouclé les discussions sur la 3e session de la commission de coopération. 11 accords et mémorandums ont été signés entre les deux parties, une véritable relance des relations bilatérales entre Conakry et Alger. Les précisions avec le ministre guinéen des Affaires étrangères et de Guinéens de l'étranger. Il est au micro de notre envoyé spécial, Mahamoud Bari. Nous venons de conclure une mission historique dans la mesure où la dernière session de la commission mixte Algérie-Guinée remonte à 1974, donc pratiquement 43 ans. Donc nous avons eu des échanges fructueux, des consultations politiques sur toutes les questions internationales qui intéressent l'Afrique, terrorisme, migration, réforme de l'Union africaine, la place de l'Afrique au Conseil de sécurité, etc. Et s'agissant maintenant de la mission proprement dite, nous avons signé des accords très importants. L'énergie, la protection civile, la sûreté, le transport, l'énergie, la formation, l'enseignement professionnel, le transport, etc. Et nous nous sommes tous rendus compte que le potentiel de notre coopération est considérable. Donc nous avons développé un cadre, avec un cadre donc, juridique qui va appuyer, qui va accompagner cette coopération. Et puis en déplacement, le gouverneur de la ville de Conakry vient de séjourner à Beijing. C'est dans le cadre de la coopération décentralisée. Général Mathurin Bangoura a noué des contacts fructueux avec des partenaires chinois. Les échanges ont porté sur les projets de construction des logements sociaux, de l'assainissement et de transport. Voici le compte rendu de nos envoyés spéciaux à Beijing, Moussa Bangoura et Ousmane Kamara. Nanchang City, une des villes populaires de la Chine, située à plus de 400 km de la capitale. C'est ici que le gouverneur de Conakry et sa suite sont venus rencontrer les partenaires chinois désireux d'investir dans la capitale guinéenne. Le transport est l'un des secteurs cibles. Les partenaires ont fait visiter à la mission du gouvernorat la gare des voyageurs où évolue l'une des sociétés de transport du groupe Contemporain. Dans cette gare, plus de 1000 bus font la rotation. De là, la mission s'est rendue à la périphérie de la ville de Nanchang pour voir les réalisations de la même entreprise dans le domaine de l'immobilier et de la construction des logements sociaux. La Chine est amie à la Guinée et lui, il est ami au général. Il accepte de mettre sa technicité, sa technologie à la disposition de mon général pour pouvoir changer les conditions de vie de Conakry, pour pouvoir l'aider à changer la ville de Conakry. Soucieux de la propriété de la ville, le gouverneur a visité aussi une usine d'incinération qui transforme les ordures ménagères en courant électrique. Dans cette unité, plus de 800 tonnes d'ordures sont utilisées chaque jour pour faire tourner les machines. Le chef de l'État a pensé faire de Conakry, d'ici 2040, une ville attrayante. Cette équipe va se transporter en Guinée pour qu'ensemble, tout ce que nous avons discuté ici peut être mis sur place, sur papier, et voir comment on peut avancer pour changer la ville de Conakry, en matière de transport, en matière de déchets, mais aussi en matière d'immobilier. Le gouverneur Mathurin est émerveillé par la qualité de travail de ses partenaires chinois. Il leur souhaite déjà la bienvenue à Conakry dans le cadre d'une coopération décentralisée pour soulager les citoyens de la capitale. Moussa Bangoura, merci pour ce compte-rendu. Les responsables des pays membres du partenariat de Ouagadougou en conclave à Conakry, experts en santé, partenaires techniques et société civile, passent en revue la politique de contraception préconisée par l'organisation ouest-africaine. Habib Thiam revient sur les temps forts de cette première journée. Le
L'autonomisation de la femme et la révolution contraceptive est le thème central de la 6e revue du partenariat de Ouagadougou. 9 pays de l'Afrique de l'Ouest francophone forment cette plateforme. Ils ont en commun la volonté d'accélérer les progrès dans l'utilisation des services de planification familiale. L'Afrique de l'Ouest francophone, c'est là où l'on a encore les plus forts taux de mortalité maternelle, les services synthétiques de fécondité les plus élevés du monde, les plus grands besoins non satisfaits en contraception moderne, les plus forts taux de mariage d'enfants. De surcroît, le statut social et économique de la femme y reste bas et les financements des programmes de santé de la reproduction toujours fortement dépendants de l'aide extérieure. Et cette situation est fortement aggravée par l'ampleur des besoins non couverts en planification familiale, le manque d'accès aux services et à l'information en la matière et à la faiblesse de notre système de santé. Selon une enquête mixte réalisée en Guinée courant 2016, le ratio de mortalité maternelle est passé de 724 à 550 décès pour 100 000 naissances vivantes. La mortalité infantile, elle, chute de 67 à 44 pour 1000 et l'indice de fécondité varie entre 4 et 5 enfants par femme. C'est dans ce cadre que le gouvernement guinéen s'est engagé dans le processus de repositionnement de la planification familiale pour améliorer la santé maternelle et infantile. Pour ce faire, notre pays a élaboré son plan d'action national budgétisé avec l'appui du partenariat de Ouagadougou ainsi que des partenaires techniques et financiers. Ce plan envisageait l'amélioration de la prévalence contraceptive de 8 à 22% en 2018. Je me réjouis du choix porté sur la Guinée pour abriter cette importante rencontre qui marque un tournant décisif vers l'atteinte de nos engagements communs, à savoir garantir à toutes les personnes vivant en Afrique l'accès équitable aux produits contraceptifs dont elles ont besoin pour leur épanouissement. Créé en 2011, le partenariat de Ouagadougou a favorisé l'usage des techniques contraceptives dans la sous-région. D'ici à 2020, plus de 2 millions d'utilisatrices additionnelles seront à convaincre. Vive la révolution contraceptive. Je vous remercie. Et puis, l'émission Dites-moi tout, docteur, vient de célébrer 1 an de son existence au plateau de la RTG Colomans. Plusieurs invités de marque ont pris part à cette cérémonie. Le reportage de l'ancien Kamisoko, Sori de Kera. Dites-moi tout, docteur est une émission d'information et de sensibilisation de la grille des programmes de la télévision nationale. Animée par Mme Sissoko Marie Sidibé, cette émission célèbre ses 1 an d'existence. Autorités, responsables d'hôpitaux, étudiants en médecine et fidèles téléspectateurs sont venus massivement assister à cette célébration. Je suis très heureuse de participer au premier anniversaire de l'émission Dites-moi tout, docteur, qui est vraiment une tribune qui permettra aux populations guinéennes de comprendre, de connaître les principaux problèmes de santé dans notre pays et aussi quelles sont les perspectives de soins, les perspectives d'amélioration de la santé des populations dans notre pays. Et beaucoup de personnes ne connaissent pas la maladie. Et donc, ça permet aux gens qui ne connaissent pas la maladie d'être sensibilisés, de se faire consulter avant qu'il ne soit trop tard. Donc, c'est une bonne chose. L'organisation de cet anniversaire est une manière d'inviter les acteurs impliqués dans les questions de santé à soutenir les différents projets débattus dans l'émission. C'était une très très belle émission. Je trouve qu'elle est absolument d'actualité. Je trouve que ce sont des sujets majeurs. On a touché à quelque chose d'essentiel pour la santé de la population. Il y a tellement de thématiques qui ont été évoquées qui mériteraient de revenir dans le détail. Et je vous assure que si on le prenait avec tout le propos qui a été tenu, il y a de quoi déclencher
un compte à rebours dans un processus d'amélioration de la santé du Guinéen. Nous voulons informer la population guinéenne, éduquer la population guinéenne parce que nos parents qui ne sont pas allés à l'école ne savent pas où aller quand on a constaté quelque chose. Alors, c'est à travers cette émission qu'ils se rendront compte quand on a tel symptôme, tel constat inhabituel, on doit aller voir un médecin. Il faut aller dans les structures de santé officielles. Espace d'échange entre professionnels de santé et patients, cette cérémonie est mise à profit par les participants pour poser des questions de préoccupation. Le tout couronné par la distribution de cadeaux aux experts en santé qui ont participé pendant toute une année à l'animation de cette célèbre édition. Dans l'actualité encore, le projet de renforcement de la gouvernance des migrants et de leur réinsertion fait du schéma. 34 migrants retournés au pays suivent une formation à la Maison des Jeunes de Matam. L'action vise à aider les migrants à créer leur propre entreprise. C'est un projet qui est piloté par l'Organisation internationale pour les migrations. Fatima Touyalo fait le point. L'immigration irrégulière touche de nombreuses familles en Guinée. Selon l'OIM, Organisation internationale pour les migrations, plus de 5000 jeunes Guinéens se trouvent actuellement à Libye. Mamadou Wouri, lui, est revenu de sa mésaventure il y a 2 mois. Wouri a passé 6 ans à Tripoli avant d'accepter le programme de rapatriement volontaire de l'OIM. Aujourd'hui, il suit une formation en création d'entreprise. Je compte être un entrepreneur et puis surtout m'exercer à ma profession parce que je suis infirmier d'État. Parce que quand j'exerce ici, c'est ici que j'ai la dignité donc, et le plus grand respect. Des mesures sont prises pour la réinsertion socio-professionnelle de ces migrants retournés. À travers cette boîte à images et les travaux de groupe, ils apprennent à être responsables. L'objectif donc, c'est d'amener ces jeunes à se fixer dans leur pays d'origine. À travers quoi? À travers leur auto-employabilité. Donc on va les appuyer en entrepreneuriat jeune, notamment en esprit d'entreprise. Nous allons les former en vie associative conformément à la loi L014 qui régit l'organisation et le fonctionnement des GIE en Guinée. Oui, après tout ça, nous allons les former à monter leur plan de réintégration économique. C'est en fonction de ce montage-là, muni de leur projet proprement dit, avec tous les tableaux financiers, que OIM va les appuyer afin d'être autonomes et de vivre décemment. Cette formation de 10 jours va permettre aux rapatriés de se créer de petites entreprises. Le financement est assuré par l'Union européenne. Après le reportage montrant le traitement inhumain des immigrés clandestins à Libye, les autorités du gouvernement d'union nationale libyenne fustigent l'acte. Au cours d'un point de presse à Conakry, le chargé d'affaires de l'ambassade de Libye condamne vigoureusement cette pratique abjecte et rassure qu'une enquête sera ouverte pour traquer et punir les auteurs. Ousmane Ba. Quelques jours après le reportage de la chaîne CNN sur le traitement inhumain des immigrés clandestins sur le sol libyen, les langues se délient chez les autorités du gouvernement d'union nationale de la Libye. Le chargé d'affaires de son ambassade à Conakry s'associe à tous les peuples épris de paix, de justice et d'égalité pour condamner cette pratique qui est selon lui contraire à la culture, au patrimoine du peuple libyen et aux préceptes de l'islam. est une opération qui est criminelle, condamnée par le peuple libyen. C'est des groupes bandits, locaux comme internationaux, qui font ça. Sur le plan des principes, ça c'est refusé catégoriquement par la Libye. La Libye condamne ça. Pour le diplomate, cet acte ignoble et criminel fera l'objet d'une enquête. Les auteurs, à travers les groupuscules qui sévissent sur le sol libyen, et tous les commanditaires seront traqués et punis à la hauteur de leur forfaiture. Toute personne qui est dans ces transports, dans ces trafics des migrants, doit être présenté devant la justice pour qu'il soit jugé.
Le diplomate libyen lance un SOS à la communauté internationale pour mettre fin à ce fléau qui bafoue la dignité humaine. Cela passe par la mise en place des projets d'insertion capables de retenir les candidats à l'immigration dans leur pays d'origine. De par le passé, la Libye a investi plus de 10 milliards de dollars dans des projets de développement en Afrique, a-t-il rappelé. Question, le plan d'urgence de la sécurité routière a-t-il été une réussite? Certes, il y a eu des résultats, mais les vieilles habitudes reprennent progressivement dans plusieurs endroits de la capitale. Les embouteillages et l'occupation des chaussées sont perceptibles. C'est du moins le constat de nos reporters Alpha et Siagaba Salioba. En septembre dernier, les autorités du ministère en charge de la sécurité s'étaient engagées à réorganiser la circulation routière en vue de la rendre fluide. Un plan d'urgence avait été mis en place tambour battant. Une campagne de déguerpissement et les états généraux de la circulation ont suivi le plan. Les promesses de changement étaient fermes. Ceux qui n'observent pas les règlements en matière de circulation routière, n'est-ce pas, vont être sanctionnés. Les forces de sécurité qui commettent des indélicatesses vis-à-vis des usagers de la route seront sanctionnés. Ça ne sera pas un feu de paille. Dans les jours qui ont suivi cette déclaration, il y avait du plaisir à circuler sur les différents axes de la capitale. Comme par miracle, les bouchons ont été oubliés, mais comme beaucoup l'auraient douté, la campagne s'est vite essoufflée. Aujourd'hui, les embouteillages sont de retour. Les trottoirs et même la chaussée sont encore envahis par des occupants illégaux. On commence à s'inquiéter, c'est la fatigue. Sinon, quand l'opération de la police avait commencé, tout le monde était content. Le lundi, le mardi, vraiment, ça circulait à merveille. Mais au fur et à mesure qu'on constate l'absence de ces nouvelles recrues de la police, donc on constate aussi vraiment l'embouteillage de façon vraiment très bizarre, on ne comprend pas. Jusqu'à présent, comment dire, il y a trop d'embouteillages. Je ne sais pas comment est-ce que les ronds-points sont gérés, mais quand même, il y a énormément d'embouteillages. Souvent quand on quitte en ville, je crois qu'au début c'était bon quand même, mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe maintenant là. L'opération de déguerpissement des voies publiques avait été annoncée pour 3 mois. Et pour maintenir la circulation fluide, plus de 3 milliards de francs guinéens ont été décaissés. 911 agents avaient été déployés. Ces agents d'appui ne sont plus visibles le long des artères. En attendant de les retrouver, circuler à Conakry est redevenu difficile. L'axe de coopération Guinée-Maroc se renforce et se diversifie. Une mission marocaine est à Conakry pour coordonner un exercice de saut que le commandement militaire compte organiser les mois à venir. La délégation a été reçue par le ministre d'État à la Défense nationale. Les précisions dans ce reportage du sergent-chef Lamine Sanakamara, correspondant de la presse militaire. L'armée guinéenne renforce ses capacités opérationnelles. Dans cette optique, elle organisera dans les jours et mois à venir un exercice de saut en faveur du bataillon autonome des troupes aéroportées. La visite du directeur du centre d'entraînement parachutiste du royaume chérifien chez le ministre d'État chargé de la Défense nationale se situe dans ce cadre. Nous sommes venus pour travailler avec les forces guinéennes. C'est une coopération donc militaire et qui a été dictée par les 2 chefs d'État et nous sommes prêts pour travailler ensemble. Nous sommes très ravis de rencontrer nos frères d'armes, de travailler ensemble. Nous souhaitons progrès et prospérité pour les peuples guinéens et marocains. Au menu des discussions figurent plusieurs questions allant dans le sens de la dynamisation des liens de coopération et d'amitié. Satisfait de cette visite, Dr Mohamed Diané, entouré de ses proches collaborateurs, a rassuré cette délégation marocaine quant aux dispositions à prendre pour le bon déroulement de cet exercice de saut. La Guinée et le Maroc tissent des liens d'amitié et de coopération qui datent de très longtemps. Nos relations ne font que se renforcer tous les jours. Le domaine militaire qui nous concerne aujourd'hui est un domaine extrêmement important
parce que, comme vous le savez, depuis 2011, nous sommes dans un processus de réforme du secteur de sécurité dans notre pays. Et le Maroc a joué un rôle extrêmement important dans ce processus, surtout dans le cadre de la formation. Et cette étape-là, aujourd'hui, est une étape importante parce que nous rentrons dans le renforcement des capacités de nos forces de défense sur le terrain. Après cette audience avec le ministre d'État à la présidence chargée de la défense nationale, la délégation militaire marocaine s'est rendue à l'état-major général des armées où elle a échangé avec le commandement opérationnel sur divers axes de cette coopération militaire maroco-guinéenne. Cette délégation militaire marocaine effectuera plusieurs autres visites de terrain dans les unités des forces armées guinéennes dans les jours à venir. Et puis une circulaire du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux avant de poursuivre cette édition destinée au procureur de la République, président et chef de greffe des tribunaux de première instance, juges de paix et leur greffe et leur chef de greffe. Mesdames et messieurs, il m'a été donné de constater, non sans amertume, que des magistrats et autres délivrent sans aucune base légale des certificats de non-poursuite judiciaire en lieu et place du casier judiciaire, notamment au profit des personnes de nationalité étrangère. Étant donc contraire aux nouvelles règles de procédure, la délivrance des certificats de non-poursuite judiciaire en lieu et place des casiers judiciaires est désormais formellement interdite. Convient-il de préciser que pour des besoins électoralistes, j'allais dire, il s'agit du bulletin numéro 2 du casier judiciaire dont la délivrance ne doit souffrir d'aucune ambiguïté en faveur des personnes qui réunissent les conditions d'obtention au tarif de 10 000 francs guinéens par acte. L'inobservation de cette mesure entraînera à l'avenir des sanctions disciplinaires à l'encontre du contrevenant sans préjudice des poursuites judiciaires éventuelles. Signé Maître Cheikh Sako, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Dans le sillage du projet Conakry, capitale mondiale du livre, le commissariat général a célébré mardi à Conakry la journée du Burkina Faso, une occasion pour les participants de revisiter la littérature de la Haute-Volta et les œuvres de l'écrivain Joseph Kizerbo. C'est un reportage de Tabansila. L'Afrique doit conquérir son identité parce que fière de sa contribution à l'aventure humaine. Sans identité, nous sommes un objet de l'histoire, un instrument utilisé par les autres. Cette célèbre maxime est du professeur Joseph Kizerbo, écrivain burkinabé. L'auteur a été au centre de toutes les interventions au cours de cette célébration consacrée au Burkina Faso. La particularité de cet hommage aujourd'hui tient au fait qu'il a mené avec plusieurs de ses pairs au moment des indépendances un combat pour la liberté, un combat pour l'autonomie et aussi pour réhabiliter l'histoire de l'Afrique et réformer les systèmes éducatifs en Afrique. Le livre, un facteur de rapprochement des peuples. Organiser une journée littéraire en faveur d'un pays ami et frère au compte de Conakry, capitale mondiale du livre, l'acte a tout son pesant d'or. Les pays amis à la Guinée ont leur journée dans Conakry, capitale mondiale du livre. Nous avons fait le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, nous avons fait beaucoup de pays. Aujourd'hui, c'est la fête nationale du Burkina. Et la Guinée, qui est un pays frère au Burkina, se devait de célébrer vraiment cette journée en mettant la touche de la littérature. Ces deux pays méritent de se rapprocher. Et le livre, c'est un véritable facteur de rapprochement des peuples. La rencontre qui a mobilisé membres du gouvernement, associations, ONG, écrivains, bouquinistes et amis du Burkina a aussi été une tribune de témoignages. J'ai été son élève et celui de sa femme. Il était mon professeur en histoire et géographie et sa femme, mon professeur en anglais. Un monsieur d'abord qui aimait profondément l'Afrique. C'était un excellent écrivain et qui a influencé sur l'Afrique. Pour rappel,
Professeur Joseph Kizerbo, auteur émérite du Burkina, a publié plusieurs ouvrages au nombre desquels figurent à propos de l'Afrique, Parole d'hier à Quand l'Afrique, dont la réédition est intervenue après sa disparition en 2006. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.